Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la rédaction. La prorogation du mandat du Parlement au menu de la réunion du Conseil des ministres au Grand Sérail à Beyrouth. L'exécutif devrait valider le décret sur l'extension du mandat de la Chambre jusqu'au 20 juin 2017. Le ministère de l'Intérieur a diffusé un communiqué dans lequel il attribue la prorogation à des considérations sérieuses d'ordre sécuritaire et non technique, empêchant la tenue du scrutin à temps. La réaction d'Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur. Je crois malheureusement on est arrivé là parce qu'il y a eu une obstruction complète de la part du général de Hezbollah à l'élection d'un président de la République. Et suite aussi à l'intervention du Hezbollah en Syrie qui a amené une situation d'insécurité totale et ils ont fait appeler en quelque sorte le djihadisme et le terrorisme au Liban. Donc il y avait deux raisons majeures. La raison sécuritaire que le ministre des Affaires intérieures a expliqué il y a déjà 3 mois. Disons, dans l'état des choses, il m'est impossible de fournir les forces nécessaires parce que les forces nécessaires à des élections au Liban, c'est 33 000 hommes en armes, 11 000 de l'armée et 22 000 des forces de sécurité intérieures. L'autre raison, c'est l'absence du président de la République, parce qu'en l'absence du président de la République, nous ne sommes pas du tout d'accord d'arriver des élections parlementaires, parce que ça va signifier qu'il y aura vacances dans la présidence, vacances au niveau du gouvernement et éventuellement vacances au Parlement. Donc on était vers la vacances totale du pouvoir. Malheureusement, certains, comme le général hier, ils étaient prêts à aller vers le vide, sous prétexte que ça allait motiver un grand changement radical. C'est très dangereux comme manière de penser la politique au Liban. Patrice Paoli au Grand Sérail, l'ambassadeur de France s'est entretenu avec le Premier ministre Tamam Salam. La prorogation du mandat du Parlement ainsi que l'aide franco-saoudienne à l'armée libanaise était au menu des discussions. L'occasion pour le diplomate français de redire le soutien de Paris à la troupe et à l'ensemble des institutions libanaises. On écoute Patrice Paoli qui s'exprimait lors d'une conférence de presse. Au lendemain de la prorogation du Parlement, c'était important de rappeler aussi notre attachement aux institutions libanaises et dire combien la prorogation qui est intervenue hier, qui a été votée par les parlementaires hier, par l'Assemblée, démontre la nécessité d'une remise en marche d'un fonctionnement normal des institutions, de l'élection du président, qui est la priorité des priorités, donc l'élection d'un président de la République, mais aussi que cette remise en marche des institutions doit rendre la parole aux Libanais et permettre des élections qui sont le fonctionnement normal, la règle de base d'or, la règle d'or de la démocratie. Et quand je dis que nous soutenons les institutions libanaises, vous connaissez tous l'attachement de la France à Taïf. Taïf pour nous est la référence, c'est la référence constitutionnelle libanaise. Elle prévoit un équilibre des forces politiques, un équilibre des communautés. Nous y sommes très attachés. Malheureusement, hier, un ministre du gouvernement libanais a cru pouvoir dire que la France avait remis en cause ou avait été favorable à une remise en cause de ces équilibres, une remise en cause de Taïf. C'est parfaitement faux. Je dément totalement ce genre de déclaration. La France est engagée en faveur des équilibres prévus par Taïf de manière extrêmement claire. Je suis venu aussi informer le Premier ministre de la signature à Riyad, il y a 2 jours, d'un accord franco-saoudien qui permet de mettre en œuvre le don de 3 milliards que l'Arabie saoudite fait en faveur de l'armée libanaise. Et donc nous avançons pour mettre en œuvre ce qui est indispensable, soutenir l'armée libanaise, à un moment où le pays fait face à une menace grave pour sa sécurité, où le pays est engagé dans une lutte contre le terrorisme. Et je suis venu dire au Premier ministre aussi notre soutien à l'action qui a été menée, notamment à Tripoli récemment, et notre soutien à cette armée, et notre hommage aussi, notre pensée pour toutes les victimes de la lutte contre le terrorisme, les militaires qui ont payé de leur vie la lutte contre le terrorisme, ceux qui sont encore retenus en otage, nous pensons à eux, nous pensons à leurs familles, également les civils qui ont péri dans les événements récents, dans les combats, pour vaincre le terrorisme. Donc nous soutenons les autorités, nous soutenons l'armée dans
dans cette lutte et nous exprimons notre sympathie et nos condoléances à tous les Libanais. La prorogation du mandat du Parlement également au menu de la rencontre entre le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban, Derek Plambly, et le chef de la Chambre, Nabi Berri, à Ain et Tinné. Le responsable onusien évoque une initiative qui a permis d'épargner au Liban une autre vacance au sein des institutions de l'État. Il a toutefois dit regretter que le Liban soit incapable d'organiser des élections, soulignant la détermination de l'ONU à aider le pays dans l'organisation du scrutin. Derek Plambly a enfin réitéré l'importance cruciale d'élire un nouveau président de la République dans les plus brefs délais, et ce pour protéger l'unité du Liban et renforcer la capacité de l'État à faire face aux défis actuels. Dans le reste de l'actualité, la coalition internationale a mené ce jeudi à l'aube des raids contre des positions du front Al-Nosra dans le nord-ouest de la Syrie, proche de la frontière turque. C'est la deuxième fois que la coalition frappe les positions d'Al-Nosra depuis le début de sa campagne aérienne menée en Irak et en Syrie. La branche syrienne d'Al-Qaïda a confirmé sur son compte Twitter les bombardements de la coalition qu'elle présente comme étant une alliance entre les croisés et des Arabes. Selon les islamistes, les raids ont fait des morts, en majorité des civils. Et Jérusalem, ville à haut risque et une nouvelle fois sous tension, les ultranationalistes appellent à manifester ce jeudi en direction de l'esplanade des mosquées. Certaines voix s'élèvent en Israël pour condamner ces appels qu'ils qualifient de provocation. Des violences pourraient à nouveau éclater, comme hier, quand Jérusalem-Est a été le théâtre d'un attentat à la voiture bélier perpétré par un Palestinien. L'attaque a fait un mort, un policier israélien et plusieurs blessés, des civils et des soldats. Et hier soir aussi, une autre attaque à la voiture bélier s'est produite en Cisjordanie. La Cour suprême libyenne a invalidé ce jeudi le Parlement issu des élections du 25 juin. La décision de la Cour suprême est définitive et son effet est immédiat. Aucun recours n'est possible. La Chambre dominée par les anti-islamistes était contestée par une coalition de milices qui contrôle Tripoli et par de puissants groupes islamistes qui ont pris Benghazi, la ville où devait initialement siéger le Parlement et que les forces pro-gouvernementales tentent de reprendre. Les violences y ont fait donc plus de 30 morts en 3 jours, selon des sources médicales. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, l'invité du 1640 avec ma collègue Nour Aheul. Bonsoir Nour. Bonsoir Serge, bonsoir à tous et bonsoir à vous Lilian Thuram. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes ancien footballeur français, champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, détenteur du record de sélection en équipe de France masculine. Vous avez porté 142 fois le maillot des Bleus. Vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur en 98, puis officier en 2013. Un palmarès plus qu'impressionnant. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour nous parler de football, mais pour nous parler de votre première bande dessinée dans le cadre du Salon du Livre de Beyrouth. Votre première bande dessinée qui s'intitule « Notre histoire ». Vous racontez en partie l'histoire de votre famille, de votre mère qui a quitté la Guadeloupe alors que vous n'avez que 8 ans pour partir en France, pour vous offrir une vie meilleure à vous, à vos frères, à vos sœurs. Est-ce que c'est un hommage que vous lui rendez dans cette bande dessinée ? Oui, effectivement, c'est vrai que lorsque j'avais écrit Mes étoiles noires, je disais souvent que ma première étoile, c'était ma maman. Et en fait, à travers ce livre, je voulais rendre hommage à tous les parents. Que les enfants puissent avoir le courage de questionner leurs parents, que les parents aient l'intelligence de raconter leur histoire de vie à leurs enfants pour que ces enfants soient plus mûrs pour affronter les difficultés de la vie. Je crois que effectivement, lorsque vous connaissez l'histoire familiale, vous êtes plus apte à pouvoir affronter les difficultés de demain. Pourquoi l'avoir mis sous forme de bande dessinée? Est-ce que c'est pour la rendre plus accessible à un plus grand nombre de personnes? Oui, effectivement, l'idée c'était de toucher les jeunes enfants et les personnes qui ont du mal à aller vers le livre. Donc je voulais raconter Mes étoiles noires à travers cette bande dessinée qui s'appelle aujourd'hui Notre histoire. Alors vous l'avez dit, donc c'est une histoire qui est inspirée de votre premier essai Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama, paru aux éditions Philippe Ray en 2010. Dans lequel vous dressez le portrait d'une quarantaine de personnalités noires qui vous ont inspiré, que vous admirez. Comment est-ce qu'on passe de footballeur à auteur déjà? Écoutez, encore une fois,
J'ai eu envie d'écrire ce livre parce que lorsque j'étais joueur, à chaque fois que je posais la question à quelqu'un, dites-moi la première fois que vous avez entendu dans votre cursus scolaire parler de l'histoire des populations noires, c'était quand? Et malheureusement, la grande majorité des gens me répondaient la période de l'esclavage. Et donc je me disais, effectivement, si pour la majorité des gens, l'histoire des populations noires commence par l'esclavage, c'est tout à fait compréhensible après qu'on ait des idées négatives, des préjugés négatifs sur les personnes de couleur noire. Donc c'était important pour moi de montrer justement des personnages qui pouvaient faire changer l'imaginaire collectif, donc changer l'idée qu'on peut avoir sur les personnes de couleur noire. Et quand est-ce que vous avez été confronté pour la première fois au racisme, que vous vous êtes rendu compte que des personnes vous percevaient différemment? Ben écoutez, je dis souvent que je suis devenu noir à 9 ans. Je suis devenu noir parce qu'on devient noir dans le regard de l'autre. Lorsque j'étais enfant en Guadeloupe, je m'appelais Lilian. Je suis arrivé dans la région parisienne à l'époque où il y avait un dessin animé à la télévision, où il y avait 2 vaches. Une vache noire très très stupide qui s'appelait la Noiraude, une vache blanche très intelligente. Et certains de mes camarades m'appelaient du nom de cette vache noire, la Noiraude, et ça m'attristait. Un jour, je rentre à la maison, je pose une question à ma maman en lui demandant pourquoi en fait on me regardait bizarrement et pourquoi on me traitait de Noiraude et pourquoi la couleur de ma peau était vue négativement. Et elle m'a dit, tu sais mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes et ça n'a pas changé. Et c'est ce qui m'a permis justement de me poser des questions et de comprendre en fait que le racisme avant tout était une construction intellectuelle, que c'était un conditionnement lié à l'histoire et que de génération en génération on reproduisait certaines hiérarchies, la hiérarchie de couleur, comme d'ailleurs on reproduit la hiérarchie qui existe entre les hommes et les femmes, et encore aujourd'hui existe le sexisme, encore aujourd'hui existe le racisme. Alors justement, donc, je cite un extrait de votre livre. Donc un jour, en parlant à votre fils Képhren, vous lui demandez « Es-tu le seul noir dans ta classe ?»« Mais papa, je ne suis pas noir. »« Ah bon, de quelle couleur es-tu » Vous lui demandez « Mais je suis marron. » Et les autres alors, ils sont roses. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. On voit bien là qu'on ne n'est pas raciste, on le devient. Est-ce une des raisons pour laquelle vous avez fondé votre fondation Éducation contre le racisme? Est-ce que c'est un travail qui se fait depuis l'enfance? Ben effectivement, c'est vrai que souvent les gens pensent qu'être raciste c'est quelque chose de naturel. Non, on ne naît pas raciste, on ne naît pas sexiste, on ne naît pas homophobe, on le devient. On le devient pourquoi? Parce que souvent le discours familial vous emmène à intégrer certains discours. L'environnement dans lequel vous vivez vous emmène à intégrer la culture aussi, vous conditionne à certaines façons de penser. Et c'est pour cela que très tôt, il faut expliquer aux enfants qu'il ne faut pas reproduire ces hiérarchies. Mais pour cela, il faut leur donner une éducation à la hauteur. Alors aujourd'hui, donc, le racisme est un sujet qui continue de faire débat en France comme ailleurs. D'après vous, la France aujourd'hui est-elle plus raciste ou est-ce que les médias en parlent plus? Je dirais que la France est moins raciste que lors de la naissance de mon grand-père, parce que mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. La France est moins raciste qu'en 1947, quand est née ma maman. Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il y a deux courants qui s'affrontent dans la société française. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui dénoncent le racisme. Et ça, c'est peut-être une nouveauté. Et à partir du moment où vous dénoncez le racisme, il y a certaines personnes que ça agace. Parce qu'effectivement, dénoncer le racisme, c'est demander un changement dans la société. C'est comme quand les femmes demandent un changement dans la société. Parfois, les hommes s'énervent parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» Et je crois que dans la société française aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Certaines personnes ne veulent plus subir le racisme et entendent se faire respecter. On ne parle pas seulement de racisme de couleur, mais de racisme de religion, d'origine, de nationalité. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit que ce qui vous a frappé ici au Liban, c'est que vous trouvez que les gens sont renfermés dans leur religion. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans leur religion et beaucoup de personnes enferment l'autre dans sa religion. Et je crois que c'est extrêmement dangereux parce qu'encore une fois, le racisme, c'est avant tout penser que l'autre fait partie d'un autre groupe que vous. Et sachant que lorsque vous pensez faire partie d'un groupe, vous pensez toujours que votre groupe est meilleur. Et je crois que toute l'idée de l'éducation libanaise devrait justement faire en sorte que, peu importe votre religion, vous faisiez partie du même groupe, c'est-à-dire le groupe des Libanais, et travailler pour l'amélioration de votre pays. Et tant que les gens vont rester enfermés dans quelque chose qui est une petite partie de leur identité, eh ben, ils ne vont pas pouvoir faire des liens pour apprendre à se respecter.
Et très rapidement, je pense qu'on ne peut pas refermer cette interview sans parler de football. Un dernier mot peut-être sur la performance de l'équipe de France au Brésil. Est-ce que les Bleus ont retrouvé la gloire de votre génération? Ben écoutez, je trouve que l'équipe de France a réalisé un bon parcours. Notamment, l'équipe de France a permis aux Français de se retrouver dans leur équipe. Parce qu'effectivement, avant cette Coupe du Monde, il y avait eu 2010, la problématique en Afrique du Sud. Et je crois que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Oui, parce que finalement, le sport peut être très rassembleur. Non, le sport peut être rassembleur, mais encore une fois, pour cela, il faut dépasser les religions, il faut dépasser les problématiques de couleur de peau. Et je crois que le sport, en tout cas au Liban, peut permettre justement de créer cette cohésion. Dépasser ces différences. Exactement. Lilian Thuram, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous pouvez assister aujourd'hui à la dédicace de cette bande dessinée, Lilian Thuram, Notre Histoire. C'est à 19h au Salon du Livre au Biel. Merci encore. Merci à vous. Serge, c'est à vous pour le rappel des titres. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.